Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de cette première saison de Daredevil Born Again. Et faut le dire, le final promet des choses incroyables pour la suite. Avant toute chose, comme toujours, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une vidéo 100% avec des spoilers. Par conséquent, si tu n'es pas à jour sur Daredevil Born Again, je te conseille de partir de la vidéo et de revenir quand tu seras à jour. On commence avec un flashback du point de vue de Bullseye, un an auparavant. Vanessa rend visite à Dex qui se trouve en hôpital psychiatrique et revient sur les événements qui se sont déroulés durant la saison 3 de Daredevil version Netflix avec la corruption du FBI tout en glissant une petite mention à l'agent Nadim qui fait plutôt plaisir. Elle explique ainsi que Fisk a été acquitté et souhaite que Dex le soit également. Poindexter demande alors si Fisk est au courant que Vanessa lui rend cette visite, ce à quoi la femme répond qu'elle n'a pas vu son mari depuis un certain temps, faisant comprendre qu'elle a repris les rênes de la pègre. Le criminel comprend ainsi que Vanessa a besoin de ses talents pour éliminer quelqu'un, ce qui sera confirmé quand Vanessa lui demandera de tuer Benjamin Cafaro et son avocat, Foggy Nelson, qui représente une gêne importante pour les activités de Madame Fisk. Vanessa va ainsi insister pour que Dex accomplisse la mission et lui affirme alors que Fisk n'a aucun rapport avec tout ça. On voit alors à la réaction de Bullseye qu'il craint toujours Fisk depuis son affrontement où il lui a pété la colonne vertébrale et déclare que Fisk a toujours un rapport avec tout. Cependant, malgré tout ça, Vanessa réussit à obtenir gain de cause et Dex signe le document, le libérant officiellement. Retour au présent après le bal des Fisk, Matt se réveille à l'hôpital avec Kirsten et l'autre connasse de Heather, et Matt glisse un petit Karen, de la même manière que Ron dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui balance un petit Hermione alors que la vente se tient à son chevet. Et ça, quel plaisir putain! Matt demande alors aux deux femmes comment va Fisk et si Poindexter a été arrêté. Elles répondent alors que Fisk est sain et sauf, mais que malheureusement, Bullseye est en cavale. Matt déclare ensuite à Kirsten que c'est Vanessa qui a commandité le meurtre de Foggy, en lui donnant au passage tous les détails qu'il a découverts, et lui demande comment accéder à la requête d'irrecevabilité que Foggy voulait déposer pour son affaire. Cependant, l'avocate a du mal à croire à tout cela, et Heather appuiera là-dessus, insistant sur le fait que c'est pourtant les Fisk qui ont été victimes d'une tentative de meurtre. Matt se braquera de nouveau alors contre sa future ex-compagne MDR, qui, voyant que la communication est définitivement rompue avec eux, partira de la chambre avant d'être suivie par Kirsten. En parallèle à cela, Vanessa, en état de choc, va commencer à vouloir avouer à son mari toute cette histoire autour de Foggy et Dex. Cependant, il l'arrête net et lui fait comprendre qu'il sait tout depuis le début, et que malgré le fait qu'il est devenu maire pour sauver la ville, je mets des guillemets, il a toujours vu les profits, et que grâce à tout ce qu'elle a accompli, ils pourront maintenant gagner des milliards de dollars. Plus tard, Fisk, plus remonté que jamais, convoque l'ensemble de son équipe pour tout mettre en œuvre pour arrêter Poindexter, allant notamment jusqu'à boucler toute la ville. Gallo et Sheila tenteront de s'interposer face à cette décision radicale, mais le maire n'en a strictement rien à battre, comme d'habitude, et ordonnera à ces derniers de faire le nécessaire, avant de prendre Buck en aparté. Fisk demande à Buck comment va Matt, et Buck lui répond qu'il est stable et qu'il se trouve au Metropolitan General. Il déclare également que le fait que l'avocat lui ait sauvé la vie risque de lui compliquer les choses. Ce à quoi Fisk déclare que ce n'est pas du tout un problème, au contraire, et fait comprendre qu'il vaut mieux avoir un héros mort plutôt qu'un justicier en vie, insinuant que Buck doit éliminer Matt pour que Fisk puisse en tirer profit. Le maire va ensuite prendre Sheila à part et la cuisiner pour savoir qui est loyal envers Fisk et qui ne l'est pas, avant de lui ordonner de renvoyer toutes les personnes réfractaires à ses projets. Sheila, à contre-cœur, s'exécute alors avant de quitter le bureau du maire. En sortant, elle se retrouve nez à nez avec Gallo, qui insiste sur le fait que depuis que Fisk est devenu maire, tout part en vrille, et tente de la convaincre de s'allier à lui pour le faire tomber à travers la loi. Gallo propose également à Sheila de partir avec lui en Albanie pour fuir Fisk après cela, mais cette dernière déclare qu'elle ne peut pas partir, cependant elle lui dit qu'il peut compter sur son témoignage. Retour à l'hôpital où Buck se dirige vers la chambre de Matt pour l'exécuter en attendant l'heure à laquelle l'électricité sera coupée pour être le plus discret possible, sauf que manque de bol pour lui, Matt l'avait détecté et réussit à s'enfuir. Alors qu'il rentre chez lui, Matt sourit en découvrant que Frank se dissimulait chez lui, déclarant qu'il ne pensait jamais le voir à son domicile. Après un échange des plus amical entre les deux, c'est faux bien sûr, Frank explique qu'il a changé d'avis sur son implication suite à tout ce qui se passe grâce à un coup de fil mystérieux et qu'il a désormais pour mission de sortir Matt en un seul morceau de chez lui. Les deux détectent la présence d'un fourgon rempli de membres de l'unité d'élite de Fisk et Frank précise à Matt qu'il ne va pas s'empêcher de les tuer, remettant en avant encore une fois
leur divergence d'opinion sur le fait de tuer les criminels ou non. L'unité d'élite de Fisk débarque avec Cole North aux commandes pour trouver et éliminer Matt, mais ils se retrouvent face à Daredevil et au Punisher qui les défoncent un à un, chacun à leur manière. North se fait alors malmener par les deux justiciers qui découvriront qu'il est celui qui a tué White Tiger. Matt hésite à éliminer North, ce que Frank encouragera un peu comme s'il était sa mauvaise conscience. Frank pointe alors son flingue sur North, mais Matt s'interpose, jugeant qu'il n'en vaut pas la peine, et les deux recommencent de nouveau à se disputer sur leur divergence d'opinion. Mais alors qu'ils allaient vraiment se foutre sur la gueule, Matt entend le bruit d'une grenade, et les deux prennent la fuite par le balcon grâce au grappin de Daredevil, échappant ainsi à l'explosion. Et alors qu'ils marchent dans les rues, une voiture arrive derrière eux, et on découvre ainsi Karen qui récupère les deux justiciers pour les emmener dans l'abri de Frank. Les deux rafistolent leurs blessures, et Karen explique à Matt qu'après avoir appris que Poindexter s'était échappé, elle a appelé Frank pour qu'il vienne en aide à Matt, et a sauté dans le premier avion pour revenir à New York. Karen va ensuite voir si Frank a besoin d'aide pour ses blessures, mais ce dernier en a vu d'autres, et dit que ça peut s'arranger grâce à un café, faisant référence à sa série originale où il ne jure que par cette boisson. Matt va alors révéler à Karen que l'assassinat de Foggy a été commandité par Vanessa Fisk, mais qu'il ne sait pas pourquoi, et les deux vont alors se diriger vers le box de stockage pour récupérer les documents de Foggy. Frank, quant à lui, reste dans son abri pour se préparer à buter les larbins de Fisk, déclarant qu'il en a rien à faire des histoires de Matt et Karen. Mais Karen lui dit qu'elle sait pertinemment que ce n'est pas le cas avant de partir avec Matt, et Frank va lui marmonner de faire attention à elle. On retrouve Daniel et Buck qui convoquent le conseil municipal, toujours dans le but de savoir qui est loyal à Fisk et qui ne l'est pas. Voyant que la majorité du conseil n'est pas du côté de Fisk, Daniel commence à menacer la présidente en mettant sur le tapis le fait qu'elle ait blanchi de l'argent, et ainsi, il donne le ton au conseil municipal pour qu'il apporte son soutien au maire Fisk. Et encore une fois, je le redis, mais Daniel, je le sens vraiment pas. Il a de plus en plus de similitudes à Fisk, et je sens qu'il va avoir encore plus d'importance dans la saison 2, surtout si, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il s'agit au final du fils caché de Wilson. Retour dans les rues de New York à travers les images du BB Report où c'est l'anarchie, c'est le bordel. Avant de se focaliser sur un jeune homme en train de braquer un magasin. Deux flics l'interpellent avant que l'un d'entre eux lui tire dessus et le tue. Le deuxième flic lui dit qu'il abuse parce que c'était un gamin, mais le premier, pour couvrir son meurtre, met un masque noir au voyou et déclare que c'était un justicier. Et vous l'aurez compris, ce masque noir est une référence au masque noir que portait Daredevil dans la saison 1 avant d'avoir le costume rouge, et accessoirement aussi dans la saison 3 quand Dex lui a piqué son costume rouge. On retrouve de nouveau Matt et Karen qui recherchent les documents de Foggy dans le box de stockage, box qui a pour numéro 266. On le sait, Marvel aime bien glisser des nombres comme ça pour faire référence à des comics, la preuve en est avec le premier épisode avec le numéro 468 qui était visible et qui faisait référence au comics La vie secrète de Foggy Nelson. Ici, le 266 ferait référence au comics Daredevil, Une bière avec le diable, où pendant la période de Noël, Matt, en pleine période de haine et de doute sur lui, boit des coups dans un bar avant d'être rejoint par une mystérieuse femme. On découvre alors par la suite que cette mystérieuse femme n'est nulle autre que Mephisto, qui cherche à malmener Daredevil pour ses actions. Alors calmons-nous, je ne pense pas que ça veuille dire que Mephisto sera présent dans la saison 2 de Daredevil, cependant je pense qu'il s'agit d'un petit indice glissé pour faire comprendre qu'il arrive doucement mais sûrement, un peu comme on a pu le voir dans la série Agatha All Along. Et d'ailleurs, normalement, il devrait apparaître dans la série Iron Heart. Bref, Matt et Karen font leurs recherches, Matt demande à Karen s'il se parle souvent avec Frank, ce à quoi Karen répond que Matt est potentiellement jaloux. Matt indique alors à Karen qu'il a entendu ses battements de cœur en voyant Frank, et Karen lui demande s'il a entendu les battements de cœur de Frank en voyant Karen. Matt répond « Oh oui », laissant sous-entendre que Frank a des sentiments pour Karen, sentiments qui ont l'air plus ou moins réciproques. Cependant, Karen demande aussi si Matt a entendu ses battements de cœur en le voyant lui, et il répond que oui, et on comprend alors qu'on va avoir une sorte de triangle amoureux entre les trois personnages, sûrement dans la saison 2. Après cela, Matt retrouve un carton qu'il avait fait auparavant, avec une plaque Avocado Satlo, reprenant une blague que Matt et Foggy s'étaient faite pendant la saison 1 de Daredevil. Finalement, Karen trouve le carton avec les documents de Foggy, et ainsi les deux découvrent la requête que Foggy voulait déposer. Ils découvrent que le crime s'est déroulé en dehors de la juridiction des États-Unis, car en effet, le port de Red Hook est en réalité un port franc, et que Vanessa se servait de ça pour blanchir de l'argent en toute légalité. Ainsi, les deux comprennent que Fisk veut également se servir de cette caractéristique du port de Red Hook pour être complètement intouchable, un peu à l'instar du Dr Doom et de la Latverie, mais à bien moins grande échelle. Retour sur Frank, qui écoute les appels de l'unité d'élite de Fisk avec un talkie-walkie, et entend que Daredevil mais aussi Karen sont ciblés par ces derniers. Et ainsi, Frank change d'avis et décide d'agir.
Il va ainsi éliminer bon nombre de larbins de Fisk, mais sera débordé par le nombre de ces derniers. On revient à Fisk qui découvre les paroles de Gallo auprès de Sheila, qui avait enregistré les dires du commissaire pour les rapporter à Fisk et ainsi sauver sa peau. Gallo cherche alors à s'enfuir en voiture, malheureusement son chauffeur a été remplacé par un membre de l'unité d'élite de Fisk et le commissaire se retrouve alors à la merci de Fisk. On revient sur Frank qui se réveille face à l'officier Powell et à d'autres agents du caïd, tous vêtus d'un gilet tactique avec le logo du Punisher. Powell déclare que lui et ses acolytes sont des immenses fans du Punisher et qu'il serait honoré de servir à ses côtés. Ce à quoi Frank répondra par la négative en les traitant de clowns, avant de se faire frapper à tour de rôle par les larbins de Fisk. Retour sur ce dernier d'ailleurs, qui a récupéré Gallo et qui lui demande des comptes. Comprenant que son destin est scellé, Gallo déclare qu'il savait pertinemment que Fisk n'avait jamais cessé d'être le caïd. Énervé par ses propos, Fisk commence à frapper Gallo devant les membres de son unité d'élite, avant de le choper par la tête et de lui exploser le crâne et la mâchoire à main nue. Ah, il rigole zéro le Wilson. On revient avec Matt et Karen qui se trouvent à Red Hook, le port grouillant de garde de l'unité de Fisk. Matt commence à vouloir rentrer, mais Karen l'arrête, insistant sur le fait qu'il est déjà blessé et que s'il y va dans cet état et seul, il finira par se faire tuer. Matt comprend alors que Karen a raison et aura pour objectif de créer une armée qui sera capable de venir à bout des forces de Fisk et par la suite de Fisk lui-même. Ainsi, il y a de très fortes chances qu'on retrouve les Defenders dans la saison 2 et peut-être d'autres héros, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Le lendemain matin, Fisk rencontre Heather et lui propose de rejoindre ses rangs en lui proposant un poste de conseillère spéciale en matière de santé mentale, ce que Heather accepte. Vivement que ce perso crève, je vous jure. Après cela, Fisk fait un discours à la télé déclarant qu'un justicier masqué a tenté de l'assassiner et que suite à un acte de sabotage, le réseau électrique de la ville a été coupé. Il déclare également que face à toute cette anarchie, le commissaire Gallo a quitté son poste, tournant le dos aux New-Yorkais. Le maire va ainsi déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tous les justiciers sont considérés comme des hors-la-loi et que leurs activités seront punies en conséquence. Il impose également un couvre-feu à partir de 20h et ainsi, tant que la crise ne sera pas résolue, la ville sera sous loi martiale. Après ce discours, Matt et Karen se retrouvent chez Josie pour rencontrer plusieurs personnes qui sont en opposition avec les agissements de Fisk, avec notamment Cherry et le lieutenant Kim, ainsi que d'autres policiers. De leur côté, Fisk et Vanessa s'établissent à Red Hook et on découvre qu'ils gardent plusieurs personnes prisonnières, dont Jack Duquesne, aka Swordsman, et Frank Castle. Cependant, comme on a pu le voir dans la scène post-générique, Frank réussira à s'échapper en bernant un des gardes de Fisk pour lui péter le bras et sûrement pour lui récupérer les clés de sa cellule. Voilà pour la review de ce dernier épisode de Daredevil Born Again. Maintenant, concernant mon avis, eh bien écoutez, je suis plutôt content du déroulement de cette série, même si pour le coup je trouve qu'elle présente certains déséquilibres. Et cela vient en très grande partie de cette réalisation hybride avec les anciens et les nouveaux showrunners. Marvel avait déclaré qu'ils avaient complètement supprimé l'ancienne version après la grève des scénaristes, cependant on se rend compte que ce n'est pas le cas, et c'est plutôt normal, puisque sinon le show aurait fait perdre plusieurs millions de dollars déjà investis dans le tournage de ce premier jet. Alors certains points s'harmonisent bien entre les deux versions, notamment du côté de Fisk, qui je trouve limite est le personnage principal de cette saison 1 selon moi, et qui a été hyper bien traité. Mais d'autres points coincent de mon côté. Le premier, c'est le traitement de Muse que j'ai trouvé relativement bâclé, ce qui est dommage quand on connaît le potentiel énorme de ce méchant dans les comics, et le second, c'est la mise à l'écart de l'intrigue autour de Foggy et Bullseye. On en parle dans l'épisode 1, ça traumatise Matt quand même un minimum, mais sinon c'est tout, on passe à autre chose, et c'est que pendant l'épisode 8 qu'on revient sur cette intrigue qui est hyper importante à la base. Un autre point qui m'a gêné sur cette saison, ce sont les effets spéciaux. Les scènes en CGI sont, je trouve, mais dégueulasses, et même là, malheureusement dans cet épisode, notamment quand Frank bute des agents de Fisk, je trouve les giclées de sang, mais alors tellement mal faites. Sans parler de la scène sur le toit dans l'épisode 1 qui faisait tout sauf naturel. Je peux comprendre qu'ils veulent rajouter ce genre de scène un peu plus épique dans la série Daredevil, ce qui manquait dans sa version Netflix, mais dans ce cas-là, je vous en supplie, faites-le bien quoi. Mais sinon dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment devant la série, mais j'ai surtout très hâte de voir la saison 2 qui sera entièrement réalisée par les nouveaux showrunners, et vu ce que cette fin de saison a mis en place, je vous le dis, on va bien manger l'année prochaine. D'autant plus qu'entre temps, il y aura le spin-off sur le Punisher, et ça aussi, j'ai super hâte de le découvrir. Enfin, concernant les théories sur la suite, j'en ai quelques-unes. Déjà, je maintiens le fait que Foggy est toujours en vie, et qu'on risque de le revoir dans la saison 2 sous son identité d'Everett Williams. Je pense aussi que Vanessa va mourir de la maladie et se retourner contre son mari à un moment ou à un autre, révélant toutes ses magouilles à Daredevil avant de
de mourir. Et ce qui me met la puce à l'oreille d'autant plus, c'est lorsque les Fisk rentrent du bal après l'attentat de Bullseye, elle se met à tousser comme si elle commençait à tomber malade, mais cherche à étouffer sa toux. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Je pense également que Daniel va révéler sa véritable nature et montrer qu'il est le fils de Wilson, probablement plus Butch Fisk que Richard. Concernant Bullseye, vis-à-vis de certaines images de tournage qui ont fuité, je me demande si on n'aura pas le droit à un team-up entre Daredevil et lui à un moment donné. Cependant, je ne pense pas qu'il sera du côté du démon de Hell's Kitchen, et je ne l'espère vraiment pas parce que ce serait du gâchis là aussi de changer un méchant aussi charismatique que lui en héros. Et enfin, concernant l'armée de Daredevil, comme je le disais précédemment, je pense que nous retrouverons les Defenders aux côtés du démon de Hell's Kitchen. D'autant plus que Kristen Ritter, l'actrice de Jessica Jones, aurait été vue dans la zone de tournage de la saison 2 de Daredevil Born Again, toujours actuellement en tournage d'ailleurs. On retrouverait donc Frank Castle, Jessica Jones et Luke Cage, probablement, qui je l'espère seront ensemble comme dans les comics avec pourquoi pas leur petite Danielle Cage, et potentiellement Iron Fist, si cette fois Marvel arrive à bien exploiter le héros qui a très peu convaincu à travers sa série. On peut aussi espérer pourquoi pas la présence de certains personnages des séries Defenders, comme Colleen Wing qui avait hérité du pouvoir du point d'acier, ou encore Misty Knight qui agissait de plus en plus comme une justicière dans la saison 2 de Luke Cage. Il y a bien évidemment de très fortes chances pour qu'Angela Del Toro rejoigne l'équipe en tant que White Tiger, et on peut s'attendre pourquoi pas aussi à la présence d'Echo, qui en plus a déjà croisé le fer avec Daredevil. Enfin, il resterait deux candidats très intéressants pour cette équipe, l'un serait assez probable, tandis que l'autre serait plus compliqué à introduire dans l'équipe. Le premier, ce serait Moon Knight. En effet, au départ, il y avait des rumeurs comme quoi l'anti-héros aurait droit à une saison 2, mais au final, il n'en serait rien. Il aurait été dit également que Moon Knight ne serait ni dans Doomsday, ni dans Secret Wars. En revanche, on sait que le héros serait dans un potentiel film Midnight Suns, tout dépend si Marvel prévoit de retravailler sur ce projet qui, pour l'instant, a été mis en pause. Par conséquent, on pourrait se demander quand est-ce qu'on reverrait le Chevalier de la Lune. Et bien justement, la saison 2 de Daredevil Born Again serait l'idéal pour lui, surtout quand on connaît le potentiel de violence du héros et vu que la série Born Again est déconseillée aux moins de 18 ans. De plus, dans les comics, Moon Knight est justement l'un des membres de l'équipe de Daredevil pour faire tomber Fisk et son armée. Ainsi, Moon Knight pourrait pleinement s'épanouir, je pense, à travers le show. L'autre héros qui pourrait faire partie de cette équipe, mais pour qui ça risque d'être plus compliqué, eh bien c'est notre Spidey. En effet, il est probablement le héros street level le plus populaire de la franchise Marvel. Par conséquent, il est plus que menacé par l'initiative de Fisk, qui en plus, je ne vous l'apprends pas, est l'un de ses nombreux ennemis dans les comics. Cependant, son intégration dans la série pourrait être très compliquée à cause de Sony, avec qui Marvel partage les droits du tisseur. Du coup, j'ai quelques doutes quant au fait de sa présence dans l'équipe, mais on ne sait jamais, il se peut que Marvel nous surprenne. Et voilà les beignets, cette vidéo review et théorie sur le dernier épisode de Daredevil Born Again est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour, vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos à venir. Surtout qu'on rush les 2000 abonnés, on y est presque. N'hésitez pas également à commenter et à partager la vidéo. Je vous le dis, mais on va reprendre tout doucement la Spider Society et l'ère des symbiotes, donc surtout restez connectés parce que ça arrive très bientôt. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous dis bye les beignets.